Bonjour. 1200 morts dans les attaques du Hamas en Israël. 1200 morts, des femmes, des enfants, des bébés. Et puis finalement en Belgique, pas de drapeau israélien dans les mairies, des manifestations, quelques manifestations très dignes de la communauté juive, mais des manifestations très agressives des pro-palestiniens et des réactions politiques absolument inédites dans le paysage européen, où nous nous distinguons, la Belgique francophone, par des réactions qui renvoient dos à dos le Hamas et Israël, ou qui minimisent la gravité des crimes commis. Alors aujourd'hui, on va vous parler de la situation sur place, des réactions en Belgique et un peu de l'impact international de cette crise. Alors peut-être commençons par la situation sur le terrain. Israël donc a donné un ultimatum de 24 heures aux habitants de la ville de Gaza. La ville de Gaza, elle est au nord de la bande de Gaza, d'évacuer vers le sud. Et ce matin, le Hamas a dit aux populations de ne pas évacuer et de rester sur place. Alors, quel jeu joue le Hamas, Drieux? Mais je crois qu'il faut toujours revenir, c'est peut-être une déformation de juriste, mais revenir dans ces cas-là au texte fondateur. La charte du Hamas répond à ces questions, parce qu'on a des spéculations, on voit, comme tu viens de le dire, on voit sur le plateau de télévision, on échange un certain nombre de points de vue, mais la charte du Hamas ne ment pas. Donc c'est la charte du mouvement, que le mouvement Hamas s'est donné depuis sa création, et qui n'a jamais été modifiée sur ces points fondamentaux. Alors que dit la charte du Hamas? Elle dit d'une part qu'il faut éradiquer l'État d'Israël, pas une partie, pas les colonies en Judée-Samarie, non, l'intégralité de l'État d'Israël, c'est-à-dire du Jourdain à la Méditerranée, pour reprendre l'expression favorite du Hamas, ça c'est ce que dit la charte du Hamas. Et de l'Égypte au Liban. Et de l'Égypte au Liban, exactement. Et par ailleurs, la charte du Hamas reprend les propos les plus clairement antisémites, parce qu'on ne vise pas à ce moment-là les Israéliens, mais les Juifs, de la tradition juridique islamique, mais également d'un certain nombre de théories complotistes plus modernes. Donc la charte du Hamas appelle en clair à l'éradication de l'État d'Israël et l'éradication du peuple juif. Ça, c'est le programme du Hamas. Et donc tous les actes qui sont des abominations sans nom auxquels on assiste aujourd'hui sont à comprendre dans le cadre de cette charte fondatrice du Hamas. Alors, justement, souvent, donc, on entend dire que des crimes de guerre ont été commis par le Hamas. Moi, je pense que c'est plus que des crimes de guerre. Ce sont en fait des crimes contre l'humanité. Parce que les Juifs ont été visés en tant que Juifs. C'est d'ailleurs le plus grand massacre de Juifs depuis la Seconde Guerre mondiale. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire, puisqu'une partie de la communauté internationale s'est constituée sur le plus jamais ça. Aujourd'hui, le Hamas tue de façon indiscriminée des femmes et des enfants. C'est-à-dire que c'est pas un génocide, parce que ça n'a pas l'ampleur d'un génocide, mais ce sont clairement des crimes contre l'humanité, parce que les Juifs sont visés en tant que Juifs. Et ça, c'est assez inédit, finalement, dans l'histoire moderne. Je crois que c'est arrivé, bien sûr, pendant la Seconde Guerre mondiale, pendant les massacres des Tutsis, le génocide des Tutsis au Rwanda, mais je ne vois pas d'autres exemples récents où une population a été visée pour ce qu'elle est, pour son identité. Je suis tout à fait d'accord avec cette analyse. Je crois que ici, ceux qui se sont, donc on parle, d'après mes sources, de 2 à 3 000 combattants donc terroristes en réalité du Hamas qui se sont introduits sur le territoire israélien. Leur but était de tuer un maximum de juifs en leur qualité de juifs, en ne recherchant pas la moindre distinction entre juifs de gauche, juifs de droite, ashkénazes, séfarades, adultes ou enfants ou bébés. Puisqu'on a eu cette espèce de débat, je ne sais pas si vous avez vu ça dans la précision en Europe, mais profondément obscène, qui était de savoir s'il y a vraiment eu 40 bébés, ou bien s'il n'y avait pas une partie d'enfants, parce que les informations n'étaient pas encore complètement avérées, profondément obscène comme questionnement. Donc maintenant, on a des images qui ont été diffusées, qui sont indubitables. Il y a effectivement des bébés qui ont été brûlés, j'espère pas vivants, ça je ne le sais pas honnêtement, je crois qu'au-delà d'un certain point, il ne faut pas s'aventurer, mais des bébés qui ont été tués. Donc l'idée, c'est de tuer. Donc alors, il n'y a pas de génocide, parce qu'ils n'en ont pas eu les moyens. Exact, c'est uniquement parce qu'ils n'en ont pas eu les moyens. Mais c'est tout. Mais leurs velléités génocidaires, elles sont très claires. Ils veulent éradiquer le peuple juif. Qu'est-ce que c'est, sinon, effectivement, une velléité génocidaire? Alors, on dit aussi que Gaza est une prison à ciel ouvert. Mais qui sont les gardiens de la prison? C'est pas Israël, c'est le Hamas. Le Hamas a eu l'occasion, depuis très longtemps, de faire la paix avec Israël s'il le voulait. Et on le dit souvent, Gaza pourrait être une sorte de Singapour. Aujourd'hui, s'il y a encore cette situation de conflit, c'est uniquement parce que le Hamas refuse de reconnaître Israël. Il suffirait
que le Hamas, reconnaisse l'existence de l'État Israël pour que ces deux entités vivent en paix et que Gaza puisse se développer économiquement. Mais le Hamas ne le veut pas, et on le voit aujourd'hui d'ailleurs en demandant aux populations civiles de ne pas évacuer vers le sud. Ce sont eux qui prennent en otage leur population et pas Israël. Mais je ne sais pas si vous l'avez vu, mais il y a eu cette manifestation, donc en réalité de facto pro-Hamas, dans les rues de Bruxelles avant-hier, je crois, sauf erreur de ma part. Donc je m'étais effectivement rendu sur place et j'ai notamment vu Pierre Galland. Alors Pierre Galland, c'est le président... Ancien collègue, hélas, sénateur. Ancien collègue, exactement, responsable donc des amitiés belgo-palestiniennes, qui expliquait aux journalistes que la seule chose que les Gazaouites demandent, c'est de coexister pacifiquement, mais avec Israël. Mais quel mensonge, encore une fois. Il faut brièvement, si vous me le permettez, donc rappeler la séquence des événements. En 2005, les Israéliens quittent la bande de Gaza. Ils détruisent eux-mêmes les colonies donc juives israéliennes sur la bande de Gaza et ils déportent 7000 Israéliens vers le territoire d'Israël. Donc ils quittent. Il n'y avait plus une semelle militaire israélienne sur la bande de Gaza. En 2006, des élections sont organisées qui sont remportées par le Hamas. Le Hamas, ce sont des élections démocratiques, personne n'a contesté le résultat. La majorité des Gazaouites ont voté pour le Hamas en connaissance de cause. Et la première chose qu'ils font, c'est d'éliminer les cadres du Fatah, leur adversaire politique. Exactement, qui était aussi palestinien qu'eux, évidemment. En 2007, le blocus démarre. À partir du moment où, il faut se mettre à la place des Israéliens, le Hamas, pour eux, c'est l'équivalent d'un mouvement néo-nazi. Ce que veut le Hamas, c'est leur destruction, encore une fois, dans ce qu'ils sont. Donc, ils mettent en place un blocus, d'ailleurs très relatif, quand on voit effectivement le nombre d'armes qui ont été infiltrées sur le territoire de gazaoui, et avec l'accord et la collaboration active des Égyptiens. Donc, c'est pas simplement les Israéliens qui ont fait ceci, cela. Et alors, après ça, en 2007 également, le Hamas a décidé et a décrété, comme tous les mouvements totalitaires qui se respectent, d'annuler les élections. Il y a eu une fois des élections, ils ont pris le pouvoir, les totalitaires, c'est toujours comme ça, comme fait la tour Adolf Hitler, les communistes, etc. Et après ça, ils ont décidé qu'il n'y aurait plus jamais d'élections. Donc la réalité est celle-là. Oui, d'ailleurs, quand on dit, on donne un peu l'impression, notamment Pierre Galland et d'autres, qu'il y aurait le Hamas et puis une population civile atomisée qui ne soutiendrait pas le Hamas. D'abord, elle a au moins une fois voté majoritairement pour le Hamas, et quand on voit les images dans les rues, et le Hamas jouit évidemment d'un soutien populaire important. On ne sait pas quel est le pourcentage, mais c'est pas un petit groupe isolé qui n'a rien à voir avec la population. Et en fait, quand on parle de Gaza, tout est faux à peu près. Par exemple, on continue, l'UNRWA, donc c'est l'agence des Nations Unies qui s'occupe des réfugiés, on continue à prétendre que ces gens sont des réfugiés, mais ils sont partis en 1948. Il n'y a plus que quelques dizaines de survivants de 1948. À Gaza, la qualité de réfugiés, selon les Nations Unies, se transmet de père en fils. Donc, en réalité, il y a aujourd'hui 5 fois plus de réfugiés à Gaza que ceux qui sont arrivés en 1948. Mais l'ONU, à travers son agence l'UNRWA, continue plutôt à entretenir cette fiction de camps de réfugiés. Moi, la première fois que j'ai été à Gaza, donc il y a des camps de réfugiés, Khan Younes, Rafah, etc. Bon, quand je suis arrivé là, je travaillais encore pour Médecins sans frontières à l'époque, je m'attendais à voir des camps de réfugiés comme on en voit en Afrique, en Asie ou en Amérique latine. Non, ce sont des villes qui n'ont plus rien à voir avec un camp de réfugiés. Donc tout est une fiction, et notamment cette fiction de la qualité de réfugiés pour une grande partie des Gazaouis entretient évidemment le mythe d'un retour possible dans leur maison de 1948, ce qui signifierait, à cause de l'évolution démographique, la fin de l'État d'Israël. Donc l'Union européenne, la communauté internationale, la Belgique, à travers ses financements à l'UNRWA, continue à entretenir cette fiction que ces gens sont des réfugiés et pourraient un jour rentrer chez eux. 1948, c'est un peu comme si on disait que les Allemands, devenus des réfugiés en 1945, pourraient rentrer dans les territoires de Pologne et de Tchécoslovaquie dont ils ont fui devant les armées russes à cette époque. Donc tout le discours en fait autour de Gaza est largement fictionnel. Donc on peut passer aux réactions en Belgique. Comme je le disais, on s'est singularisé en Belgique francophone en ne soutenant pas ouvertement Israël. Partout dans les démocraties occidentales, il y a eu un soutien assez fort. En France, presque tout le monde, sauf l'extrême gauche LFI. Mais en Belgique francophone, à l'exception du MR, qui a eu une réaction tout à fait claire, notamment à travers son président Georges-Louis Boucher, on peut dire que tous les autres partis politiques ont eu une réaction pour le moins ambiguë.
Exact, mais ce sont des images et des séquences. On a par exemple la présidente de la Chambre, Eliane Tillieux, socialiste, qui a clairement égalisé la responsabilité, quelques heures après les massacres dont on avait l'information, la responsabilité de l'État démocratique d'Israël et des milices génocidaires terroristes du Hamas. Donc il y a une sorte d'impunité de la haine en politique, de la parole haineuse en politique en Belgique francophone à gauche du spectre politique qui eût été impensable il y a encore quelques années. Si on contraste, pour reprendre mon exemple, avec la présidente de l'Assemblée nationale qui en France a demandé une minute de silence, qui a été respectée par tous les membres de l'Assemblée nationale, le contraste est terrible. Alors effectivement, vous avez, en fait, en réalité, ici, Écolo et le PTB ont une espèce ouvertement soutenu le Hamas, en tout cas pour le PTB, c'est très clair. Du pire, effectivement, de ce qui se fait du côté du Hamas. Le Parti socialiste, il y a des voix, disons, qui sont quand même discordantes, donc ça, voilà. Et c'est clairement donc l'équivalent de LFI, de la France insoumise en France. D'ailleurs, il y a un grand nombre de membres de la NUPES en France qui remettent en question l'existence même du groupe parlementaire en raison, effectivement, des propos hallucinants. En Belgique, le Parti socialiste a quand même fait le service minimum. D'abord, Magnette, son président, n'a pas réagi pendant plusieurs jours. Le bourgmestre de Bruxelles a refusé de mettre le drapeau israélien devant l'hôtel de ville ou au cinquantenaire. Il a simplement repris le communiqué du PS. Il a autorisé, ou en tout cas pas interdit, je ne sais pas exactement, mais la manifestation il n'a pas interdit, oui. de 1500 ou 2000, chiffre 400 selon la police, 4000 selon certains témoins, devant le ministère des Affaires étrangères, où des slogans, tu y étais, antisémites ont été prononcés, et on voit bien toute l'ambiguïté. Moi, je me souviens qu'au moment des attentats de Charlie Hebdo, Elio Di Rupo avait déjà dit « Je suis Charlie, je suis juif, je suis palestinien ». Comme si le fait d'être palestinien avait quoi que ce soit à voir avec les attentats de Charlie Hebdo. Et la réaction du bourgmestre de Bruxelles est particulièrement hypocrite, parce que pendant ce week-end, moi j'ai suivi son activité, il est allé à une série d'inaugurations, de fêtes, de fanfares, etc. Et puis la manifestation n'a pas été interdite. Hier, il s'est rendu à la synagogue avec d'autres autorités pour une cérémonie commémorative, mais il s'est bien gardé de tweeter là-dessus. Il ne veut absolument pas en faire la promotion. Il faut évidemment flatter son électorat musulman, parce que la ville de Bruxelles, c'est essentiellement aujourd'hui Laken, et donc un électorat majoritairement musulman. Donc la réaction est particulièrement hypocrite et particulièrement ambiguë. Et même Libération, qui est quand même plutôt un journal de gauche, voire d'extrême gauche, Jean Quatremer a fait un article montrant que finalement la Belgique francophone se singularisait et n'était pas à la hauteur. Pour une fois, nous ne l'aimons pas beaucoup, ni l'un ni l'autre, je crois, mais pour une fois, Ursula von der Leyen a sauvé l'honneur en pavoisant le bâtiment du Parlement aux couleurs d'Israël. Maintenant, c'est pas un phénomène qui est propre à la Belgique. On a vu des manifestations de facto pro-Hamas, donc pro-palestiniennes en titre, mais en réalité pro-Hamas, puisqu'ici, en l'occurrence, c'est de ça qu'on parle. On en a vu à Vienne, on en a vu à Londres, on en a vu à Berlin. On en a vu parfois sans aucune autorisation officielle en France, mais en France, il y en a quelques-unes qui ont été interdites à ce moment-là. Enfin, hier, il y en a eu une place de la République qui était soi-disant interdite. Les images montrent quand même qu'il y avait plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de personnes place de la République. Donc c'est un phénomène européen. Oui, mais ça montre aussi que malgré les soi-disant fortes paroles de Darmanin, la République française n'est plus capable de mettre en œuvre l'interdiction d'une manifestation qu'elle a dictée elle-même. Et alors ça fait penser à une interview que j'ai vue qui est particulièrement frappante, celle de Henry Kissinger, qui a 100 ans, qui était interviewé hier et qui constatait que l'immigration massive qu'on a organisée en Europe depuis, disons, 30 ou 40 ans était une erreur terrible, parce que nous avons apporté des populations qui, en partie en tout cas, ne se reconnaissent en rien dans les normes du vivre en commun, ou dans le socle des valeurs, ou dans le socle constitutionnel des démocraties européennes, et qui créent des tensions dont on se demande effectivement comment nous pourrons en sortir. Oui, donc une fois de plus, ces événements illustrent l'échec de la politique d'immigration massive et incontrôlée que nous avons connue depuis 20 ans, et du multiculturalisme. Et c'est particulièrement dramatique pour les Juifs. La situation des Juifs à Bruxelles et en Belgique, dans d'autres pays d'Europe aussi, mais particulièrement à Bruxelles, est assez dramatique. Aujourd'hui, il y a des quartiers entiers de Bruxelles, à Molenbeek ou à Anderlecht ou ailleurs, où il n'y a quasiment plus aucun Juif. Ce serait très difficile pour un enfant juif, il n'y en a plus d'ailleurs, d'aller dans certaines écoles publiques de la ville de Bruxelles. La Shoah
qui fait partie du programme scolaire n'est plus enseigné parce que ça suscite des débats sans fin, des contestations des élèves. Donc la situation des Juifs de Belgique, dont certains sont venus se réfugier ici historiquement pour fuir le nazisme, est devenue absolument dramatique. Les lieux juifs doivent être protégés. Devant tous les lieux juifs, que ce soit les synagogues, mais aussi les centres communautaires, il y a des plots en béton, il faut souvent passer à travers un sas pour entrer. Ça c'est depuis longtemps, en fait, la situation de la Belgique. Et donc, cette immigration massive débouche concrètement sur le regain d'antisémitisme et voire sur des menaces concrètes sur la vie et la qualité de vie des Juifs, dont la plupart d'ailleurs, soit les enfants doivent aller dans les écoles de quartier où il n'y a pas de musulmans ou peu de musulmans, ou bien dans des écoles communautaires juives où ils font l'objet d'une protection importante. Et ben voilà un sujet dont on parle peu, mais qui est vraiment le signe de l'échec du multiculturalisme. J'ai d'ailleurs abordé ce problème dans mon livre, écrit en 2019, tout un chapitre consacré à l'antisémitisme à Bruxelles et en Belgique. Immigration et intégration avant qu'il ne soit trop tard, qui est disponible sur Amazon. Merci. Pour ceux qui veulent se le procurer. Peut-être dire un mot du rôle des médias ? Oui. Donc le rôle des médias ici depuis le début de cette crise, c'est-à-dire en réalité depuis exactement une semaine, quand on voit l'évolution dont vous parliez, le contraste entre la parole de gauche belge francophone et d'autres pays, on le retrouve dans les médias. Donc le premier expert que la RTBF a invité, qui s'appelle François Dubuisson, donc qui est un professeur de droit international à l'ULB, pour commenter de manière prétendument neutre et objective donc l'effroyable boucherie qui était encore en cours à ce moment-là donc en Israël. Donc François Dubuisson est quelqu'un qui a collaboré de manière systématique pendant et depuis des années avec BDS. Alors qu'est-ce que c'est BDS ? Boycott, Disinvest, Sanction, c'est un mouvement qui est, selon le qualificatif du Parlement allemand, antisémite et dont la parole et la propagande a des relents nazis, selon le Parlement, donc selon une majorité du Bundestag. Et voilà donc quelqu'un qui est collaborateur systématique du BDS, le mouvement que je viens de décrire. Ça, c'est l'expert que l'on invite, et comme vous l'aviez souligné très justement, sans la moindre contradiction, pour s'exprimer sur le plateau de la RTBF et finalement formater les esprits. Moi, comme si je suis un adolescent de 15 ans ou un adulte qui n'est pas très informé de la situation, on me présente ça comme un expert. Je vais pas faire une recherche, je vais pas trouver BDS, je vais pas trouver ce que je viens de vous dire ici, et donc je vais me laisser influencer par cette parole. Donc cette parole qui est en réalité sous couvert de neutralité, une parole authentiquement haineuse, parce que c'est quelqu'un qui dans son intervention présentait Israël comme étant en réalité le vrai coupable. Il dit il faut remonter dans la chaîne des événements et on se rend compte que les vraies illégalités ont d'abord été commises par Israël. Rien n'est plus faux. J'ai expliqué 2005 ils ont quitté, il y a eu les élections, c'est le Hamas qui l'a emporté. Israël n'a rien à voir. Et Israël n'a pas rédigé la charte du Hamas qui en appelle à l'éradication des Juifs et de l'État d'Israël. Donc tout est faux. Mais ce morceau de propagande habillé avec le logo RTBF, etc., formate les esprits. Les gens se laissent influencer. Donne une crédibilité, quoi. Donne une crédibilité à une parole qui est en réalité une parole de haine. Surtout l'utilisation du mot professeur. Voilà. Un professeur, c'est censé enseigner, pas militer pour une cause particulière. Et même dans sa façon de parler. C'est quelqu'un qui parle de manière très gentille, très douce, qui a une gestuelle comme ça très calme, très modérée. Mais sur le fond, c'est une parole qui est une parole contrefactuelle, un tissu de contre-vérité et qui pour moi est une parole haineuse. BDS pour moi c'est l'incarnation de la haine. Alors on a souligné le contraste avec la Belgique flamande. Il faut quand même souligner que Bart de Wever donc a mis le drapeau d'Israël à la mairie d'Anvers alors qu'il y a une très large population musulmane comme à Bruxelles à Anvers. Le Vlaams Belang a également condamné fermement l'attitude du Hamas. C'est assez intéressant parce que c'est le Vlaams Belang qui est considéré comme d'extrême droite, mais c'est le PTB qui soutient les nazis du Hamas. Donc là aussi au niveau des catégories politiques, il faut revoir nos catégories. Peut-être un petit travail, il faut revoir nos catégories. L'antisémitisme aujourd'hui est de gauche. La haine antisémite est de gauche. Je crois que c'est très simple. Absolument. Et alors, moi je voudrais encore dire un mot sur l'aide humanitaire aussi, parce que cette semaine, il y a eu un débat au niveau de l'Union européenne. Est-ce qu'il faut cesser les aides à l'autorité palestinienne et à Gaza en particulier? Et les termes du débat, c'était il ne faut pas soutenir des organisations proches du Hamas. Mais c'est pas comme ça que les choses se présentent. Toute forme d'aide à Gaza, quelle qu'elle soit, distribution d'aliments, d'eau, santé, enseignement, renforce inévitablement le Hamas, parce que le Hamas exerce un contrôle social sur toute la population de la bande de Gaza, et il est complètement naïf de penser qu'on pourrait distribuer de l'aide humanitaire en se passant ou en contournant le Hamas. Donc le débat
au niveau européen, il est extrêmement mal posé. Si on veut aider les populations de Gaza, il faut bien savoir qu'en même temps, on renforce le pouvoir du Hamas. Et on peut se demander pourquoi l'Union européenne veut à ce prix s'impliquer à Gaza. D'abord, quand il y avait Daesh, l'État islamique, on n'a pas cherché à aider les populations civiles qui étaient sous le contrôle de Daesh. Mais surtout, il y a des pays arabes qui ont beaucoup d'argent, qui peuvent apporter cette aide à la population de Gaza. Et en fait, je crois que la vérité, c'est que l'Union européenne pense qu'elle peut encore jouer un rôle diplomatique dans la région, alors qu'elle n'en joue aucun depuis très longtemps, et que la solution qu'elle préconise toujours, la solution à deux États, est devenue, depuis longtemps, mais encore plus aujourd'hui, totalement utopique. Ne serait-ce qu'en raison de la haine entre le Hamas et l'autorité palestinienne. C'est une première raison, mais une seconde, c'est comment demander à Israël de faire la paix avec des ceux gens qui veulent les trucider. qui veulent les trucider et qui viennent de tuer 1200 personnes. Je le répète, la paix entre le Hamas et Israël peut être faite dès demain. Il suffit que le Hamas reconnaisse l'existence d'Israël et le Gaza peut devenir une entité indépendante et commercer avec le monde entier. Alors pour peut-être terminer, un mot quand même sur ce point, parce que vous avez publié sur le sujet que vous venez d'aborder dans le Figaro un article de synthèse que j'invite nos auditeurs, je dirais, à se procurer, parce que c'est vraiment une excellente synthèse. Figaro d'hier. Dans le Figaro d'hier, c'est un vrai sujet, parce que ici en Europe, on a en plus assisté à des palinodies sans nom. Donc d'abord, le commissaire européen responsable a dit on suspend, et après ça, des États membres, parmi les premiers évidemment la Belgique et la France, on a non, on va certainement pas suspendre. Et alors, on a même un certain nombre d'hommes politiques qui ont dit oui, donc il faut suspendre l'aide directe, mais pas l'aide humanitaire. Cette distinction est un sophisme. Tout ce qui arrive à Gaza est contrôlé par le Hamas. Le Hamas règne sur l'ensemble il faut quand même se rappeler ce que c'est qu'un mouvement totalitaire. Un mouvement totalitaire règne sur l'ensemble des aspects de la vie de chacun des citoyens. Chaque centime d'euro, chaque centime de dollar, chaque centime qui vient du Qatar, parce que le Qatar abreuve massivement également le Gaza, on parle toujours d'Iran mais pas du Qatar, chaque centime est en réalité contrôlé, en dernière analyse, par le Hamas. Donc cette aide humanitaire, même quand elle repose sur des motifs très généreux et très sympathiques et qu'on ne peut que louer, parce que s'il s'agit de donner à manger à des enfants, qui peut être contre ça? Qui peut être contre ça? Mais en réalité, c'est un sophisme. Tant que le Hamas sera en contrôle de la bande de Gaza, la pseudo-aide, il y a des exemples qui existent. L'Union européenne a financé massivement l'installation de pipelines donc sur la bande de Gaza, notamment pour l'eau, qui ont été ensuite déterrés. Il y avait un article dans le National Pulse hier, déterrés par le Hamas pour en faire effectivement des missiles, des ogives pour lancer leurs explosifs sur. Donc c'est un sophisme. Si on donne de l'argent au nom de l'aide humanitaire à Gaza, on donne de l'argent au Hamas. Ça, c'est la vérité. Évidemment, c'est valable dans tous les domaines, particulièrement dans l'enseignement. Hein. Bien entendu, tout le monde est d'accord qu'il faudrait aider les populations, mais par exemple, et tout le monde est d'accord qu'il faut alphabétiser, que c'est une très bonne chose. Sauf que, en réalité, les programmes scolaires sont, d'abord, il n'y a pas de contrôle international, parce qu'il y a très très peu d'internationaux dans la bande de Gaza. Chaque fois que vous entendez parler d'ONG ou de l'ONU qui intervient à Gaza, c'est quasi exclusivement à travers des agents locaux palestiniens qui sont évidemment sous la coupe du Hamas parce que, comme tu viens de l'expliquer, il n'y a pas moyen de faire autrement. Donc, autrement dit, l'alphabétisation, c'est très bien, sauf que si elle débouche sur un endoctrinement des enfants et qu'on prépare finalement des jeunes au djihad et à des attentats terroristes contre Israël parce qu'ils ont été endoctrinés par l'enseignement financé par l'Union européenne et la communauté internationale, est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Donc il faudrait aussi de temps en temps se poser les bonnes questions et pas seulement réagir avec des caricatures de débat, aider la population, mais ne pas aider les organisations proches du Hamas. Ça ne se pose pas du tout. Dans ce cas. Vous avez raison. Donc en résumé et avant de passer au point suivant, le problème des Gazaouites, ce n'est pas Israël. Le problème des Gazaouites, c'est le Hamas. Tant qu'il y aura le Hamas, ils n'en sortiront pas. Voilà. Ça pourrait être le titre de cette vidéo d'ailleurs. Le problème de Gaza, c'est le Hamas et c'est pas Israël. Je crois que c'est la vérité. C'est un bon résumé. Alors, peut-être encore un sujet qui a été peu abordé, c'est le rôle global de l'administration Biden. Bon, on a beaucoup mis en évidence l'échec du Mossad et du Shin Bet et des services secrets israéliens, mais c'est aussi
l'échec de la CIA, de la NSA et des services secrets américains dont on prétendait encore il n'y a pas très longtemps qu'ils pouvaient écouter les conversations dans toutes les langues dans le monde entier. Et puis finalement, c'est aussi un échec de l'administration Biden. Alors je sais, beaucoup de gens n'aiment pas Trump, mais si on compare la situation que Trump a léguée dans le monde quand il a quitté son mandat et celle d'aujourd'hui, il n'y avait pas de guerre en Ukraine. La situation en mer de Chine, la relation avec la Chine était extrêmement tendue et extrêmement forte, mais la Chine ne se lançait pas dans les provocations comme elle l'a fait avec le survol du ballon sur l'ensemble du territoire des États-Unis, ou maintenant les provocations qu'elle n'arrête pas de faire autour de Taïwan. Et évidemment, sur notre sujet, le Moyen-Orient, Trump est quand même l'auteur de ces fameux accords d'Abraham qui ébauchaient une paix durable entre Israël et les pays arabes. Or, depuis l'administration Biden, on a eu cet accord de reprise des relations diplomatiques entre l'Iran et l'Arabie Saoudite sous l'égide de la Chine, ce qui est quand même une claque terrible pour l'administration américaine, et maintenant donc ces attaques du Hamas. Donc qu'est-ce qu'on peut dire sur cet échec finalement américain, si on veut être un peu objectif? L'administration Biden, d'ailleurs, n'a connu que des échecs en politique internationale. Je ne vois pas un seul succès qu'elle peut porter à son actif. Exact. Mais je parlais hier avec un ami israélien donc que j'avais au téléphone, qui recevait d'ailleurs des missiles donc à proximité de son habitation pendant que nous parlions. Il faut se rendre compte que ça, c'est le quotidien des civils israéliens. Donc il y a des missiles qui tombent, ils doivent descendre dans leurs abris et puis remonter. Donc j'ai eu une conversation WhatsApp qui a duré 30 minutes. Il descend avec sa famille, puis remonter, et il pouvait me dire où sont les impacts à 10 mètres de chez lui ou à 100 mètres de chez lui. Et il m'expliquait qu'il y a aujourd'hui une grande, disons, colère, pour dire le moins, de la population israélienne à l'égard de ses services de renseignement, à l'égard de son armée, qui ont parfois mis plus de 12 heures, je parle ici de l'armée, à réagir, c'est-à-dire à atteindre les kibboutz dans lesquels ces massacres abominables, brûler les enfants, les égorger, etc., étaient effectivement perpétrés. Donc je pense qu'on va parler juste après de la responsabilité américaine, mais il y a d'abord une responsabilité israélienne terrible. Et alors, il y a une chose que la presse ici en Europe ne dit jamais. Depuis un an, le gouvernement israélien tente de réformer la Cour suprême, qui est complètement abusive dans le système israélien. Et la gauche, en réaction à cela, a mis en grève des pans entiers de la société israélienne, y compris dans le renseignement, y compris dans l'armée. Et donc c'est de cela que nous voyons le résultat. Donc il y a là un échec israélien absolument total, mais pas simplement Netanyahou. Les services de renseignement, l'armée et bien évidemment la gauche, qui de ce point de vue-là récolte. D'ailleurs, il est également à noter que les principaux kibbutz qui sont le long de la frontière de Gaza sont peuplés de gens qui sont de gauche, voire d'extrême gauche, et qui sont souvent des militants, disons, fort sympathisants de la cause palestinienne. On voit effectivement ce qu'il en est. La paix maintenant, comme disait. Voilà, exactement. La paix maintenant. Alors pour en revenir à Biden, donc juste un mot par rapport à ça, je pense qu'il a repris cette idée de Obama qu'il fallait créer un équilibre au Proche et au Moyen-Orient, incluant l'Iran, et que donc on devait négocier avec l'Iran, pactiser avec l'Iran, et qu'on arriverait finalement avec de l'argent, c'est toujours l'argument américain ultime, à leur faire entendre raison. Obama a totalement échoué, Biden a totalement échoué. Parce que ici, moi je ne sais pas, honnêtement, je ne crois pas que les faits sont... On ne sait pas si l'Iran a été impliqué au niveau logistique. Mais ils ont félicité, ils ont applaudi des deux mains. L'Iran est celui qui instrumentalise le Hezbollah, qui est chiite comme l'Iran. Ils ont des relations historiques plus tendues avec le Hamas, parce que le Hamas est sunnite en réalité, alors qu'évidemment c'est pas le cas de l'Iran. Mais enfin, je crois que le principal échec, c'est celui-là, et le message que cette complicité de fait entre les États-Unis de Biden et l'Iran ont diffusé dans cette partie du monde. Vous le rappeliez très justement par rapport aussi à l'Arabie Saoudite, c'est la Chine. Le fait d'avoir laissé la Chine s'imposer comme faiseur de paix dans la région, un acteur au Moyen-Orient où elle n'a jamais joué aucun rôle historique. C'est une défaite américaine qui est terrible. Et effectivement, par rapport à l'Iran, donc Trump avait remis en question les négociations internationales pour essayer que l'Iran n'ait pas la bombe atomique en échange de concessions sur le plan économique. Biden a repris cette politique, mais sans obtenir aucun résultat. Et il faut se rappeler quand même quel était le scénario, le pire scénario auquel on s'attendait au Moyen-Orient. C'était pas une guerre entre le Hamas et Israël, c'était une attaque iranienne contre Israël ou une attaque préventive israélienne pour éviter que l'Iran acquiert la bombe nucléaire. Donc on n'est pas du tout dans le schéma, mais on voit quand même le danger
que constitue l'Iran si l'Iran décidait d'ouvrir un deuxième front contre Israël alors qu'elle est probablement détentrice de la bombe atomique ou sur le point de l'acquérir. Et donc le problème de la sécurité d'Israël, donc il faut quand même rappeler que c'est un petit pays de 10 ou 11 millions d'habitants, la taille de la Belgique en fait. Beaucoup plus petit en territoire. En territoire, ouais. Mais à peu près la même population, je crois 11 ou 12 millions oui, maintenant. Oui. Au milieu d'un océan finalement de pays arabes ou musulmans, en tout cas avec l'Iran. L'Iran n'est pas un pays arabe, mais d'hostilité. Le problème aujourd'hui, avec ces événements de la survie en fait d'Israël, se pose clairement. Un dernier point, donc l'Europe aime toujours donner des leçons. Tu l'as signalé tout à l'heure, le représentant pour la politique extérieure, j'ai oublié son titre exact, Monsieur Borrell. Il continue à faire des communiqués tous les jours sur l'aide humanitaire ou autre. Moi, je crois que la meilleure attitude possible pour l'Europe et la Belgique et la France, c'est de ne pas donner de leçons à Israël. C'est Israël, ce sont les Israéliens qui ont été agressés. C'est à eux de déterminer la riposte qu'ils veulent donner à cette agression. Et il faut arrêter de vouloir leur donner des conseils ou des leçons. Le mieux qu'on puisse faire, c'est de se taire et de faire confiance dans la démocratie israélienne pour riposter à ces crimes contre l'humanité abominables qui ont été commis. N'oublions pas que nous, comme Européens, nous sommes quelque part les héritiers de la Shoah, qu'Israël a été créé en réaction à la Shoah, qu'Israël est le sanctuaire ultime du peuple juif, et que donc la décence la plus élémentaire nous oblige effectivement à nous abstenir quand il s'agit clairement d'un événement qui est vital pour l'avenir d'Israël. Et moi, pour terminer, je voudrais vous inviter à lire, si vous en avez la possibilité, l'hebdomadaire Pan, si vous souhaitez trouver une parole discordante, en tout cas du mainstream, sur Israël comme sur d'autres sujets. Merci. À bientôt.